Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons collectivement la bienvenue sur le webinaire Favoriser le maintien dans l'emploi, handicap et maintien dans l'emploi dans la fonction publique. Ce webinaire s'inscrit dans une série de 2 webinaires. Le premier a eu lieu le 16 novembre à l'attention des employeurs privés. Aujourd'hui, 23 novembre, il est destiné aux employeurs publics. Cette action s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est un rendez-vous annuel qui a pour objet de sensibiliser aux questions de l'emploi et du maintien dans l'emploi un large public, le plus large possible. La Semaine pour l'emploi est un moment fort pour se mobiliser, tous ensemble. Les partenaires de l'emploi et du handicap, la Direct, la GFIP, le FIP, l'ARS pour l'emploi, les acteurs associatifs, l'APF, la DAPI, Trisomie 21, les acteurs économiques également, les entreprises adaptées, les partenaires de l'insertion par l'économique, et vous, aujourd'hui, employeurs. Quelques chiffres. En 2019, 135 actions menées en Nouvelle-Aquitaine. Pour 2020, malgré un contexte sanitaire difficile, nous avons néanmoins recensé plus de 100 actions en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, dont les lundis du maintien qui nous réunissent aujourd'hui. Ce webinaire aujourd'hui est co-animé avec l'appui de Christelle Noumébrun, chargée de mission maintien dans l'emploi du Cap Emploi des Deux-Sèvres, par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres, par le service mobilité et évolution professionnelle, dont Émilie Alirol, responsable du service, psychologue du travail et ergonome, Emmanuelle Portejoie, conseillère en mobilité. Nous avons également avec nous Adeline Trio, conseillère juridique et statutaire au sein du CDJ. Nous avons Monsieur Goertz, directeur territorial au handicap Bourgogne-Franche-Comté du FIP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Monsieur Goertz est chargé au handicap Bourgogne-Franche-Comté. Il est aujourd'hui en intérim sur la Nouvelle-Aquitaine en attendant la nouvelle déléguée territoriale. Ce webinaire, il va être ponctué de temps forts. Des informations tout d'abord étayées sur notamment le comité médical et les différents avis d'aptitude aux fonctions, la période de préparation au reclassement, la formation et le bilan de compétences durant les congés maladie, les aides du FIP. Avec l'appui du PRITH Nouvelle-Aquitaine, des temps d'échange seront également initiés à partir de vos questions qui sont sur votre écran en haut à droite via l'onglet questions. Il est préférable de laisser le chat pour plutôt des problèmes de connexion, de son, etc. Donc, comme je vous le disais, l'animation de ce webinaire se fait avec l'appui du PRITH. Alors, qu'est-ce que le PRITH? C'est un plan régional d'insertion des travailleurs handicapés qui est défini dans le Code du travail. C'est un plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire de travail. Il est financé et piloté par la Direct, la GFIP, le FIP, l'ARS, et Pôle emploi en est un membre actif de son comité de coordination. C'est un outil qui intègre dans ses axes de travail les politiques de l'emploi, les politiques de la formation, politiques du droit commun. Donc, quand on parle de droit commun, on parle ici des partenaires du secteur public de l'emploi, notamment les missions locales et Pôle emploi, et les politiques de droit spécifiques telles que les Cap emploi, les ESAT, etc. Le PRITH Nouvelle-Aquitaine, lui, est ancré dans la réalité des territoires, avec l'appui d'un prestataire externe, Handicaptitude. Et j'en profite donc ici pour me présenter. Je suis Hélène Racionero, chargée d'appui et de développement au sein de la mission de coordination du PRITH et spécifiquement dédiée au secteur Nord. Nous sommes au PRITH Nouvelle-Aquitaine 4 personnes pour la mise en œuvre opérationnelle et l'animation territoriale de ce plan d'action. Je passe maintenant la parole à Christelle Noumébrun.
Bonjour à tous, donc je suis Christelle Noumébrun, chargée de mission maintien dans l'emploi au sein de la structure Cap Emploi 79, service maintien. Un petit préambule avant que mes collègues vous présentent donc le contenu du webinaire d'aujourd'hui, pour vous présenter ce qu'est la cellule maintien des Deux-Sèvres. Donc il existe cette cellule au sein des Deux-Sèvres qui permet en fait de regrouper les principaux partenaires intervenant dans le champ du maintien dans l'emploi. Cette cellule se réunit à raison approximativement d'une fois par trimestre avec différents partenaires, comme vous pouvez le voir aussi, qui permet d'ailleurs d'illustrer que le réseau partenarial est très actif en Deux-Sèvres, très important, et regroupe tant le secteur privé que le secteur agricole ou le secteur de la fonction publique, avec, comme vous pouvez le voir aussi au niveau de ces partenaires, des partenaires d'ordre plutôt institutionnel, d'autres plutôt opérationnels. Ces cellules, quels sont leurs objectifs, leurs missions? On va pouvoir, au cours de ces cellules, pouvoir mutualiser nos pratiques. Effectivement, chacun des organismes précités avant travaille sur le champ du maintien sous une fenêtre différente, mais complémentaire avec celle des autres organismes. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mutualiser nos pratiques lors de ces rencontres-là. Comme je vous le disais précédemment, on y retrouve la partie, par exemple, du régime agricole, la partie privée, mais la partie fonction publique. On est bien, en fait, tous autour de cette même table, régime de santé, structures différentes, dans l'objectif de travailler sur la notion de la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. Au cours de ces cellules, on échange aussi sur les situations complexes auxquelles chacun des partenaires peut être confronté. Ça peut être le cas de situations, par exemple, d'agents de la fonction publique, pour lesquels, à un moment donné, il est très pertinent de pouvoir avoir un regard croisé entre nous tous pour essayer de trouver des pistes d'action, de solutions, pour avancer sur ces situations complexes. C'est ce qui permet de pouvoir parfois apporter des réponses. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte, pour donner un exemple, si le partenaire de la maison départementale des personnes handicapées, MDPH, est présent au sein de ces cellules, qu'on se rend compte que sur un dossier, il y a des demandes en cours qui nécessitent peut-être une étude particulière ou un approfondissement du dossier pour pouvoir avancer et pouvoir déclencher des mesures maintien, il est possible que la MDPH puisse nous dire, effectivement, il va y avoir une attention portée à ce dossier pour essayer de voir de quelle manière avancer les choses de façon à répondre à la problématique qui pourrait être présentée. C'est un exemple, il peut y en avoir plein d'autres. Et petit aparté, on aborde aussi au cours de cette cellule la problématique des travailleurs indépendants, puisque quand on parle du maintien, on parle bien du maintien dans l'emploi de travailleurs en situation de handicap. Et quand on dit travailleurs, c'est sous toutes ses formes possibles, qu'on soit salarié, privé, agent de la fonction publique ou travailleur non salarié. Donc cette cellule a vraiment cette vocation-là à être une réponse, on va dire, institutionnelle et puis opérationnelle entre partenaires pour avancer sur les situations de maintien. C'est l'occasion aussi, au cours de ces cellules, d'échanger sur les évolutions, on va dire, législatives ou les évolutions diverses et variées de chacun des partenaires. Quand on parle de maintien, il faut qu'on l'entende comme une problématique majeure. Le maintien dans l'emploi, c'est quelque chose qui fait référence au fait, à partir du moment où une personne il y a l'apparition d'un handicap ou une aggravation de celui-ci, que ce soit chez un agent de la fonction publique comme chez d'autres d'ailleurs, et que ça vient avoir une incidence sur l'activité professionnelle. Là, il faut envisager une réflexion autour de la notion du maintien. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'un Français sur deux sera confronté à une situation de handicap au cours de sa vie, soit totale, soit partielle, provisoire, permanente. À partir de ce constat-là, on se rend bien compte que cette problématique, elle est importante et il faut la prendre en main. Et c'est ce dont s'occupent tous les partenaires qui sont présents aujourd'hui et d'autres de manière plus large pour couvrir l'ensemble de la notion de maintien. Effectivement, les affections longue durée, les pathologies chroniques évolutives, le vieillissement de la population, l'allongement des périodes d'activité sont autant de facteurs qui viennent contribuer au fait qu'une problématique de santé, on peut tous y être confrontés à un moment donné. D'où l'importance du processus maintien dans l'emploi qui permet de pouvoir essayer de trouver, de rechercher d'abord, de trouver des solutions afin de préserver l'état de santé des personnes tout en préservant l'activité professionnelle, que ce soit la même ou que ce soit une autre d'ailleurs.
Donc, l'idée de ces lundis maintien dans l'emploi sont vraiment pour pouvoir porter cette parole de cette problématique majeure et qu'il y a des partenaires sur le terrain qui peuvent répondre à ces différentes situations-là. Aujourd'hui, ce webinaire, donc plus ciblé sur la fonction publique, ne va pas voir de manière très dans toute sa grandeur, je dirais, la notion du maintien, puisque c'est quelque chose qui est complexe, notamment aussi dans la fonction publique. Donc, je vais passer la parole à Adeline, qui va prendre le relais et vous cibler un petit peu plus le contenu du webinaire de ce jour. Je vous remercie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, l'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous présenter le droit au reclassement de manière large, ou alors plus largement l'inaptitude des fonctionnaires, ce qui prendrait évidemment plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais c'est de vous présenter les acteurs, les dispositifs actuels pour accompagner les agents en reclassement ou en situation d'inaptitude, notamment à travers un nouveau dispositif issu de la loi de la transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui est la période de préparation au reclassement, la PPR. Et avant de vous présenter ce dispositif, il convient de faire un point sur le comité médical, qui, vous allez le comprendre, est une instance majeure dans la fonction publique en matière de maladie et d'inaptitude physique. Et n'oubliez pas que vous pouvez déposer vos questions via l'onglet questions et nous y répondrons après les présentations. Je laisse donc la parole à Emmanuelle Portejoie. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du comité médical. Donc, le comité médical, il est principalement saisi pour répondre à la question de l'aptitude aux fonctions. Et il est saisi obligatoirement par l'employeur. Sa composition est de 2 médecins généralistes, dont l'un assume la présidence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint l'agent concerné. La question de l'aptitude peut être posée pour les agents en situation d'arrêt de travail ou en position d'activité. Il est principalement saisi aussi pour l'octroi et le renouvellement des congés maladie, que ce soit la longue durée, la longue maladie, ou à l'issue de ces congés de maladie où il faut que le comité médical soit saisi. Les principaux avis concernant l'aptitude aux fonctions. L'agent est apte à la reprise, c'est-à-dire qu'il devra faire une visite de reprise avec le médecin de prévention. Des restrictions médicales peuvent être émises et doivent être prises en compte par l'employeur. Un aménagement de poste peut être demandé, le cas échéant, par le médecin du travail. L'agent peut être reconnu également inapte temporairement, c'est-à-dire que la reprise du travail n'est pas envisageable dans l'immédiat et la question de l'aptitude aux fonctions doit être reposée ultérieurement. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, l'agent peut être également reconnu par le comité médical inapte à toute fonction, c'est-à-dire que la reprise d'une activité professionnelle est impossible au regard de sa situation médicale. L'agent devra alors être placé en retraite pour invalidité pour les agents relevant de la CNRACL ou en licenciement pour inaptitude physique pour les autres. En tout cas, le maintien dans l'emploi dans la fonction publique est alors impossible. L'agent peut être reconnu inapte à ses fonctions, c'est-à-dire que la reprise sur ses fonctions actuelles, c'est-à-dire qui correspondent à sa fiche de poste, sont impossibles au regard de sa situation médicale. Un changement d'affectation peut avoir lieu, c'est-à-dire sur d'autres missions ou emplois du grade compatibles avec ces restrictions médicales. Alors, il faudra un avis médical du médecin de prévention et du comité médical. Là, ensuite,
Donc, l'agent peut être inapte à ses fonctions et aux fonctions de son grade. C'est-à-dire que la reprise sur les fonctions actuelles plus sur l'ensemble des missions en lien avec le grade est impossible au regard de sa situation médicale. L'agent pourra alors être placé dans le nouveau dispositif qu'on appelle la période de préparation au reclassement, qui est instituée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Alirol, qui va vous présenter la période de préparation au reclassement. Et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais à mon tour vous présenter de manière synthétique donc la période de préparation au reclassement. Donc c'est un nouveau, un nouveau droit qui est reconnu en fait par la loi, par l'article 2 du décret du 5 mars 2019, qui précise que lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 84. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du comité médical par l'autorité territoriale dont il relève. La PPR est donc une période transitoire qui va permettre de construire un dispositif d'accompagnement à la reconversion professionnelle des agents devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il vise à associer le plus en amont possible l'agent dans son projet de reclassement et à le rendre pleinement acteur de sa reconversion. Le dispositif est ouvert aux agents titulaires, à temps complet ou à temps non complet. Ce sont donc les fonctionnaires. Et aujourd'hui, la PPR n'est pas possible pour les agents qui sont stagiaires, les agents contractuels, qu'ils soient de droit public ou de droit privé. L'objectif de la PPR, c'est de permettre un retour à l'emploi sur un emploi compatible médicalement. Cette notion, elle est essentielle à prendre en compte puisqu'on a un agent qui, à cause de ses problématiques médicales, a été inapte. C'est donc de pouvoir construire et élaborer un nouveau projet professionnel, identifier un nouveau métier compatible médicalement au sein de la fonction publique. Ça aussi, c'est une notion importante. La fonction publique, alors ça peut être au sein des 3 versants de la fonction publique, mais la PPR n'a pas vocation à permettre une reconversion dans le secteur privé. Il y a une obligation pour l'employeur de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour accompagner l'agent dans ses démarches en lien avec la PPR. C'est donc une obligation de moyens. On doit donc faire des recherches sérieuses et effectives. À ce jour, il y a donc un décret d'application dans la fonction publique territoriale, un autre décret dans la fonction publique d'État. En revanche, dans la fonction publique hospitalière, aujourd'hui, aucun décret d'application n'a été publié. Alors, le départ et la durée de la PPR. Le point de départ, on l'a donc vu, c'est le constat de l'inaptitude définitive aux fonctions correspondant à l'emploi du grade par le comité médical. La PPR, elle ne peut se faire que sur demande de reclassement express du fonctionnaire. En aucun cas, l'employeur, le centre de gestion, le CNFPT peut imposer à un agent de s'orienter dans une PPR. C'est donc à l'agent d'exprimer sa volonté et son désir. Il accepte donc, suite au courrier d'information que lui aura fait en amont l'autorité territoriale pour lui préciser qu'il peut, s'il le souhaite, faire une demande de PPR. 2 cas de figure. Soit l'agent est en fonction, c'est-à-dire que le comité médical va émettre son avis pendant que l'agent est en activité, auquel cas la PPR démarre dès la réception de l'avis du comité médical. Soit l'agent est en congé maladie, ce qui va être la majorité des cas, en tout cas qu'on a pu accompagner. Et à ce moment-là, la PPR peut démarrer uniquement à compter de sa reprise. La durée de la PPR, donc précisée dans la réglementation, elle est donc de 12 mois calendaires.
Les modalités de mise en œuvre de la PPR. Donc, les différentes étapes de mise en place de la PPR, donc c'est qu'il va y avoir donc une information essentielle, une convention tripartite entre l'agent qui donc souhaite s'engager dans sa PPR, son autorité territoriale, mais aussi le centre de gestion. Ça, c'est ce que pose la réglementation. Il y a donc, si on résume, un avis d'inaptitude du comité médical, une communication par le comité médical de l'avis à l'autorité territoriale, donc de l'avis d'inaptitude, et puis une communication ensuite de l'avis et du droit à PPR par l'autorité territoriale à l'agent, qui donc, l'autorité territoriale va donc répondre à son obligation d'information. Ensuite, une convention donc, tripartite va donc être établie. La communication de ce projet de convention va être faite au service de médecine professionnelle ou préventive. En fait, le service de médecine préventive va pouvoir émettre un avis si c'est nécessaire, puisque, on l'a vu, ce sont des agents qui ont à la base des problématiques médicales. Il est donc important à un moment donné que le médecin de prévention puisse donner son point de vue par rapport au projet de reconversion. Ensuite, il y a une notification de la convention à l'agent qui a 15 jours pour l'accepter ou la refuser. Il y a une caducité de la PPR si refus de signature de l'agent dans le délai des 15 jours. Une fois que tout ça a été fait, au démarrage de la PPR, l'autorité territoriale doit donc rédiger un arrêté individuel pour placer l'agent en PPR. L'autorité territoriale doit aussi définir en interne un référent, une personne donc qui sera là pour accompagner l'agent engagé dans sa PPR. Ensuite, tout au long de la PPR, donc tout au long des 12 mois, différents types de suivis pourront être réalisés, des suivis entre l'agent et son autorité territoriale, mais aussi, si besoin, des suivis entre l'agent, l'autorité territoriale et le centre de gestion. Alors, le contenu de la PPR. La PPR, qu'est-ce qu'elle peut permettre? Elle peut permettre pour un agent qui, pendant toute sa carrière a réalisé le même métier, qui donc aujourd'hui, pour des raisons médicales, ne peut plus l'exercer, qui va pas forcément savoir vers quoi aller, eh bien, on peut lui proposer, par exemple, pour démarrer la PPR, un bilan de compétences qui pourrait l'aider à identifier un nouveau projet professionnel. Ensuite, si nécessaire, des formations peuvent aussi être proposées et mobilisées. C'est vrai que souvent, dans une situation de PPR, un agent qui va vers un nouveau projet va avoir déjà des compétences, mais il peut lui manquer des compétences pour pouvoir aller vers le nouveau projet professionnel. Donc, dans ce contexte-là, il peut bénéficier de formations au titre de son CPF, du congé de validation des acquis et de l'expérience ou encore des formations de perfectionnement. La prise en charge des frais de déplacement et de séjour des agents en stage ou en formation revient à la collectivité puisque la PPR est une position d'activité. Il est encore possible dans le cadre de cette PPR de proposer à un agent des périodes d'observation qui sont des temps d'étude, d'analyse, d'appréciation, de sensibilisation, de découverte d'un nouvel environnement professionnel au sein des 3 versants de la fonction publique. L'objectif, c'est d'aider un agent à voir si son projet professionnel est le confirmer ou au contraire voir si finalement il en avait une représentation qui n'était pas proche de la réalité. Et puis, la PPR, elle peut aussi aller plus loin, permettre des périodes d'immersion, voire même de mise en situation professionnelle dans l'idéal, qui sont des périodes de découverte d'un métier, de confirmation d'un projet, mais qui ont aussi pour objectif de permettre à un agent de développer en fait de l'expérience et des compétences sur des postes vacants ou inoccupés, toujours au sein des 3 versants de la fonction publique, et je le précise encore, en aucun cas dans le secteur privé. Alors, la situation de l'agent qui est en PPR. Alors, c'est une période de service effectif, on l'a dit. Il y a donc une conservation de tous les droits attachés à cette position. Et puis, c'est une situation administrative spécifique et adaptée, maintien en position d'activité malgré l'inaptitude. C'est vrai que c'est un petit peu une position particulière puisqu'on a d'un côté un agent qui ne peut plus travailler, exercer ses missions, qui n'est plus en arrêt maladie et qui est en position d'activité, mais qui ne peut pas réintégrer ses missions initiales. En termes de rémunération, la réglementation, elle est claire, c'est le traitement brut indiciaire, l'indemnité de résidence, si l'agent en avait une, le SFT, si l'agent en avait une aussi, mais le régime indemnitaire, lui, n'est pas prévu dans la réglementation.
Un agent à PPR, c'est un agent qui a droit à des congés, maladie, congés annuels, RTT, parentalité, sans suspension, prolongation ou encore report de la PPR. C'est-à-dire qu'un agent qui est engagé dans une PPR, qui fournit un arrêt, quel que soit le motif de l'arrêt de travail, il a le droit de le faire. Pour autant, la PPR ne sera pas décalée dans le temps. C'est 12 mois de date à date, quoi qu'il se passe. La situation des agents à temps non complet pluricommunaux. Pour eux, il y a une transmission de la convention à l'autre employeur qui pourrait apporter des observations sur l'articulation de la PPR et l'autre emploi. Pour résumer les différentes solutions de maintien dans l'emploi qui existent, donc il y a la première étape, l'aménagement de poste, qui donc lui vise à aménager les conditions de travail de l'agent. Ça peut passer par exemple par la mise en place de matériel spécifique, une nouvelle organisation du travail, du temps de travail par exemple. Lorsque l'aménagement de poste, lui, n'est pas possible, à ce moment-là, on réfléchit à la possibilité de faire ce que l'on appelle un changement d'affectation, c'est-à-dire une affectation dans un autre emploi du grade. Et puis, malheureusement, lorsque l'aménagement de poste, le changement d'affectation ne sont pas possibles, à ce moment-là, l'agent peut s'engager, je répète, à sa demande et à son initiative, dans une PPR ou un reclassement, à partir du moment où il est reconnu inapte définitivement aux emplois de son grade. Et dans la démarche de PPR ou de reclassement, l'autorité territoriale, elle doit accompagner l'agent, puisqu'elle a une obligation de moyens, à mettre en place l'ensemble des actions nécessaires pour tendre vers ce reclassement et donc un retour à l'emploi. Alors, une petite précision, un complément en tout cas d'information sur la formation et le bilan de compétences pendant un congé maladie. Simplement pour vous préciser que la loi de transformation de la fonction publique, en fait, dans l'article 40, prévoit la possibilité de suivre une formation ou un bilan de compétences durant le congé pour raison de santé. Il y a quand même quelques conditions. La première, c'est bien évidemment l'accord du médecin traitant, puisqu'on est sur des agents qui sont en situation d'arrêt de travail. Il faut que l'agent soit volontaire. On ne peut pas lui imposer à un agent qui est en maladie d'aller suivre une formation. En revanche, lui, l'agent peut en faire la demande. Et c'est vrai que ce dispositif, il peut être intéressant parce que du coup, ça peut permettre à un agent qui est en situation d'arrêt de travail, qui n'a pas encore la possibilité, pour diverses raisons, de démarrer une PPR, de commencer à travailler, de commencer à cheminer sur un projet, une nouvelle orientation professionnelle. Et donc, il peut faire un bilan de compétences, par exemple, pendant son arrêt de travail, voire même commencer à initier des formations. Et puis après, pourquoi pas dérouler une PPR ou une période de reclassement. Toutefois, il y a quand même une petite chose à prendre en compte, c'est que l'autorité territoriale, ou en tout cas la collectivité, puisse voir avec son propre assureur statutaire ce qu'il se passerait en cas d'accident pour l'agent qui partirait en formation. En attendant, c'est quand même un dispositif qui est intéressant et qui apporte aussi, comme la PPR, la possibilité de mettre en place des actions pour tendre vers un retour à l'emploi pour des agents qui auraient des problématiques médicales et au-delà de ça, une inaptitude. Voilà, je vous propose à présent, après avoir abordé donc cette première partie sur le comité médical et la période de préparation au reclassement, qu'on puisse répondre aux questions que vous nous avez posées. N'hésitez pas également dès maintenant à poser vos questions et on va essayer d'apporter les réponses les plus précises possibles. Je laisse la parole à Adeline. Merci, Émilie. Alors, pour le moment, on n'a aucune question sur la PPR. En revanche, il y a une question sur la retraite. Alors, pour inaptitude de Gwenola Boussaton, qui demande à partir de quand intervient la retraite pour inaptitude. Donc, j'imagine la retraite pour invalidité. Alors, la retraite pour invalidité, effectivement, voilà, c'est ça. Émilie, je te laisse répondre. On pourrait, à partir de quand? Alors, en fait, pour faire une demande de retraite pour invalidité, il faut que le reclassement aboutisse à un échec. Et la retraite pour invalidité, elle peut se faire soit à l'initiative d'un agent
qui, à un moment donné, renoncerait à son droit au reclassement ou à PPR, ou alors elle peut aussi se faire à l'initiative de la collectivité, de l'autorité territoriale, à partir du moment où l'autorité territoriale est en capacité de démontrer qu'elle a répondu à son obligation de moyens, qu'elle a donc aidé son agent engagé dans une démarche soit de PPR, soit de reclassement, qu'elle a mis en place des actions, et que malheureusement, malgré toutes ces actions, le reclassement n'est pas possible, et bien à ce moment-là, effectivement, la retraite pour invalidité peut être demandée. Je rappelle quand même que la retraite pour invalidité, c'est un dispositif qui est possible seulement pour les agents donc, de 28 heures ou plus qui donc relèvent de la CNRACL. Pour les autres agents donc, qui font moins de 28 heures, ce sont ce que l'on appelle des agents qui sont IRCANTEC. Pour eux, la retraite pour invalidité n'est pas possible et c'est donc soit un reclassement, soit un licenciement pour inaptitude physique. Voilà, j'espère que Madame Boussaton, ça a répondu à votre interrogation. Merci, Émilie. Alors, a priori, pas d'autres questions. Je vais quand même aller vérifier. Alors, il y a une question sur une demande d'aide pour un agent en situation de handicap reconnaissance MDPH. Est-ce qu'il est possible de faire une adaptation de poste avec du matériel d'occasion? Je peux regarder pour le FIP, mais a priori, oui, en fait, il faut qu'il y ait un coût, une facture employeur pour le FIP. Donc, du employeur à un coût à présenter au FIPHFP, il n'y a pas de raison. Enfin, le FIP n'exige pas du matériel. Pardon. Il y a également une autre question de Madame Laurence Chédron. S'il n'y a pas de reclassement possible, point d'interrogation. Alors, probablement par rapport à la question sur la retraite pour invalidité, oui, effectivement, il faut que le reclassement soit impossible et que l'agent soit inapte à toute fonction. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Attends, il y a une question qui vient d'arriver. Auprès de qui l'employeur doit-il démontrer qu'il a tout fait pour reclasser l'agent, mais qu'il y a un échec de reclassement? Alors, moi, enfin, je sais pas, peut-être Caroline, tu pourras compléter si je suis pas précise, mais pour moi, il y a d'une part, au niveau de la caisse CNRACL, qui elle va demander lorsque la demande de retraite pour invalidité va s'initier, qui va demander en fait une attestation de non-reclassement, et puis auprès de qui l'employeur doit démontrer qu'il y a un échec de reclassement. Pour moi, ce serait en cas de contentieux en fait, auprès du juge, si l'agent contestait en fait que la collectivité ait alors soit fait une demande de retraite pour invalidité d'office, soit un licenciement pour inaptitude physique. C'est là où il faudrait démontrer en fait que le reclassement n'a pas été possible. Voilà, je vois que ça comme interlocuteur. Et puis, c'est aussi vous, dans la constitution de votre dossier, de garder du coup, et c'est vrai que du coup, je me permets de compléter dans les dossiers de situation d'agents en reclassement, d'inaptitude, ce sont quand même des dossiers complexes où c'est pas toujours évident, et notamment pour les petites collectivités, de reclasser les agents. Je pense qu'il faut que la majorité des actions passent par l'écrit pour laisser aussi une trace de ce qui a pu être fait, c'est-à-dire une trace des propositions faites par l'employeur, des propositions de poste, des propositions d'aide, mais aussi des retours, de demander aux agents de formaliser par écrit les réponses qu'ils vous adressent dans un sens ou dans un autre, pour aussi avoir des, entre guillemets, preuves à fournir en cas de contentieux ou de demande de retraite pour invalidité.
Je ne sais pas si d'autres questions arrivent ou si on peut laisser la parole à M. Goertz sur la partie concernant le handicap et les aides du FIPHFP. Au niveau des questions, pour le moment, c'est bon. Bon, je vais essayer de recaler le PowerPoint. Voilà. Donc, à toutes et à tous. Donc, merci pour cette invitation. Donc, ça a été aimé, effectivement. Je ne suis pas le représentant du FIP pour la région Nouvelle. Madame Decker ayant été amenée à d'autres responsabilités. Donc, du coup, je la rends transitoire. Je fais de suivre à son absence. Alors, donc, il m'a été demandé, effectivement, cet après-midi de présenter les aides possibles du FIP en termes de maintien. Et puis, j'ai proposé de rajouter aussi un petit volet. Alors, sur en fait, qui sont mobilisables pour le FIP, retrouver en fait parfois les étapes en fait qui ont été expliquées précédemment. Et, de manière classique, en général, on répartit les compensations possibles pour une personne pour assurer son maintien sur 4 grands volets. Un aspect technique, des aides en fait qui peuvent être humaines avec une assistance d'une personne. Elles peuvent répondre à un volet organisationnel, la manière en fait d'organiser le travail. Et puis il y a toujours aussi un volet formation dont le PPR est un volet important. Alors ces 4 volets, je vais commencer par le volet technique. Le volet technique, c'est les catégories d'aides sont en général les plus connues en fait des âges et des employeurs. Et donc, il y a plusieurs possibilités d'intervention. Les plus importantes que nous, on finance, en fait, c'est souvent l'aménagement de poste. Hein. Que ce soit un aménagement de poste sur le lieu de l'employeur ou aussi en taille. Alors, pourquoi en télétravail? C'est parce qu'en fait, on a en fait dédié au télétravail jusqu'à un décès qui a été supprimé. Plus d'aide dédiée au télétravail, c'est bien dommage, je reconnais. Voilà, c'est comme ça. Et donc, vous pouvez aussi une compensation analogue sur le télétravail, comme pour un poste de travail. Normalement, l'étude ergonomique que vous avez pu obtenir pour un bon poste chez l'employeur, vous présentez aussi pour la télétravail, on ne vous demandera pas une deuxième étude. Et puis, je profite de venir rentrer sur l'aménagement de poste pour rappeler que l'essentiel de nos aides, en fait, sont mobilisables sur préconisation du médecin, puisqu'on ne rentre pas dans le champ du secret médical. On a besoin d'avoir donc une justification du fait que l'action qui est au financement participe d'une compensation de la personne par rapport à une difficulté de sa pathologie. Et donc, cette préconisation doit d'ailleurs à l'action mise en œuvre. Vous pouvez aussi effectivement avoir recours à des études de poste qui sont également financées. Et puis aussi, dans la fiche, on cite l'accès au poste de travail, qui a également été retiré en fait des aides du FIP, mais de manière à pouvoir assurer quand même d'aide auprès des employeurs de manière plus réduite. Les activités au poste de travail peuvent être également aidées dans cette aide sur l'aménagement du poste de travail. Pour illustrer, avant, sur un poste de travail, on pouvait intervenir même y compris sur le rang, on pouvait financer un emplacement, un parking. Maintenant, on ne pourra plus le faire. Par contre, on pourra financer des travaux pour élargir une entrée, une porte de Alors, voilà, je ne sais pas si je vais trop vite. Voilà. Le deuxième volet sur les aides techniques, en fait, là c'est plus pareil, c'est nu, c'est des aides aux prothèses auditives, sachant que le plafond d'aide 600 € est un plafond quel nombre de prothèses, que ce soit une ou deux. Et puis les autres prothèses, en général, ça va s'adresser, on vise les verreurs qui sont parfois demandées, et le type de prothèse. Donc là, je vais profiter de la fiche pour exprimer aussi une idée, c'est qu'on essaie aussi
en tant que dernier financeur, de s'assurer que des aides de droit commun ont pu être mobilisées. Droit commun, disons, lié au handicap. Et donc, on fait normalement, même s'il n'y a pas de direct de la MDPH avec la prestation de compensation handicap, dans les justificatifs, on va de fait que l'employeur un justificatif de sollicitation. Les MDPH parfois répondant que le FIP est en capacité de financer et renvoie sur le FIP. Mais normalement, plutôt que c'est d'abord la prestation de compensation du handicap qui va venir et ensuite le FIP en résident. Alors, je ne sais pas si ça s'affiche. Voilà. Les interventions suivantes, c'est donc l'aide à l'acquisition d'un fauteuil roulant, puis des aménagements du véhicule personnel. Donc là, toujours pareil, hein, on incite à s'assurer qu'il y a eu essai de mobilisation des aides de la NDPH. Ensuite, sur l'aménagement du véhicule personnel, pour celui-là mobilisé, ça suit en fait avec la durée et actuellement, on n'acceptera plus de fait un équipement qui est proposé par le constructeur. Donc en fait, l'âme du véhicule, ça concernera un équipement qui est hors catalogue. Donc classiquement, ce que faisait le FIP, c'est que parfois il acceptait de cofinancer une partie du surcoût lié par exemple à une boutique. Ça, c'est plus faisable. Alors le deuxième volet, c'est qui peuvent aussi accompagner l'employeur des aménagements organisationnels. J'ai déjà évoqué le télétravail, donc qui est basculé sur l'aménagement de poste. Et puis, voilà, ça c'est on a une version du cadre en route et qui normalement prévoir effectivement que le télétravail est bien et l'aménagement du poste est bien éligible parce que sur la version backlog, en suprafiche télétravail, on n'a pas rajouté télétrafiche dédiée spécifiquement dans le poste. Donc, voilà, c'est dans la prochaine version du catalogue. Sur les aménagements rationnels, ensuite on a des aides sport, hein, domicile-travail, et puis donc domicile-travail, c'est un aller-retour, hein, d'un anneau, et puis sport aussi dans le cadre des activités professionnelles. Alors là, pour ce type d'aide, qui inclut la possibilité de le catalogue des interventions qui est tape sur le site du HFP, une des fiches les plus denses, puisqu'en fait, à l'instant, l'employeur a bien justifié en fait ce type d'aide mobilisée a été fait après avoir évalué la capacité d'éviter les frais liés au transport. Donc, c'est un type d'aide en plus difficile pour les employeurs sachant mobiliser, puisque voilà, il y a plus de, disons, d'applications à apporter dans ce cadre. Sachant que présente souvent les budgets les plus par agent, forcément, pour ce type d'aide. Donc, autre volet qui peut représenter des budgets importants pour l'heure et donc qui bénéficient d'une aide du FIP, ce sont les aides humaines, donc des auxiliaires de vie pour la vie des actes dans les actes quotidiens, puis des auxiliaires aussi pour le cadre en fait des activités professionnelles. Donc, dans le cas des activités professionnelles, un point d'attention, c'est que l'on ne peut pas demander le montant de la totalité des dépenses. Il y a forcément un reste à charge qui correspond à une dépense, sachant que c'est rare en fait charge en fait que l'employeur ne pourra réduire de ses directs en fait de ses interventions dans sa déclaration. Donc là, de la même manière, quand on fait ce type de demande, il faut s'assurer effectivement d'avoir posé la question et voilà, d'avoir bien, de justifier en fait l'impossibilité de trouver quelque chose de moins lourd que ça. Pour les auxiliaires et aux tâches professionnelles, il faut aussi vigilant, c'est-à-dire que parfois vous demandez une justification de voir figurer sur fiche de poste de l'aidant d'activité. Hein. Donc en fait, le FIP, c'est s'assurer en fait que c'est bien évité
identifié. Et en fait, l'idée, c'est que le personnel ne remplace pas quelqu'un et quelqu'un. Voilà. Ensuite, sur la fiche suivante, c'est un peu long, ça, voilà. Là, par contre, on a une aide plus facile à mobiliser, c'est l'interprétariat, hein, que ce soit par un interprète qui vient ou alors par des as, sachant qu'on a la possibilité d'aide d'abonnement en fait à une plateforme qui permet l'interprétariat à distance. Sur les aides humaines, sur les aménagements humains, on va dire, c'est la possibilité de lancer du tutorat. Donc là, c'est plus en lien, en fait, avec le volet insertion. C'est possible de demander du financement de la masse salariale, en fait, par un tuteur pour accompagner les en situation de handicap, donc de contrats aidés. Et puis aussi un volet donc, qui est par contre dédié à un type de handicap, c'est sur l'accompagnement de travail pour du handicap psychique intellectif, qui alors pour le coup, ce type d'aide est assez peu misé auprès du FIP, hein, et parfois facile à mobiliser, mais en tout cas, c'est une des faits qui est assez bien financée, mais très peu mobilisée auprès du FIP, donc la possibilité d'avoir un prestataire sur le lieu de travail pour accompagner ce type de handicap. Et puis, on a aussi la possibilité, alors je ne vois pas mon slide, d'avoir une aide aussi, un soutien psychologique, réalisé aussi par un prestataire spécialisé. Alors, ce type de prestation, en termes d'aide humaine, je l'ai évoqué en entrée, mais vous avez en fait, ça c'est à titre onéreux que l'employeur utilise et se fait rembourser. Il faut signaler que sur toutes ces prestations présentées, vous avez aussi quelque chose à préciser dans les supports. Vous avez été d'avoir recours à des prestations d'appui spécifiques, des prestations cofinancées avec la GFIP. Le prescripteur, c'est le service public de l'emploi, Pôle emploi, que vous pouvez contacter. Et puis, si vous êtes employé en convention, vous pouvez toujours de toute manière avec, par exemple, le Cap emploi. Vous êtes aussi également, en tant qu'employeur sous convention, autorisé en fait à solliciter directement la prestation. Vous êtes également protecteur. Et dernier volet du FIP, en fait, c'est sur l'accompagnement de la formation. Donc, l'aide qui est assez facilisée, là, pour le coup, ce sont des formations destinées à compenser le handicap, qui sont vraiment liées à l'utilisation de logiciels ou d'outils qui aident les personnes à maîtriser cet outil. C'est une aide générale mobilisée et mobilisée assez couramment. Et puis après, vous avez d'autres types d'aides, par exemple l'aide de financement de bilan de compétences. Alors là, aider les personnes qui sont en arrêt. Donc le FIP, normalement, n'a pas des bilans de compétences pour des personnes en arrêt, hormis, donc ça a été cité avec l'article 40 de la Convention de la fonction publique, donc là, ça devrait régir un petit peu l'interprétation. Dans le FIP le fait, mais voilà, en disant, voilà, il faut faire la validation du médecin de prévention, que ce soit assuré du point de vue de l'assureur pour la personne. Mais c'est au coup par coup. A priori, avec l'évolution de transformation de la fonction publique, FIP, a priori, va modifier également ce catalogue pour le faire de manière plus lisible, parce que ce n'est pas précisé comme ça dans le catalogue actuel. Ensuite, le slide suivant, ce sont les fameuses formation dans le cadre d'un reclassement de non-reconversion. Donc là, effectivement, on a pour deux cas de figure. On a les versants de la fonction publique éligibles à la période de son reclassement, donc l'État et l'État, et puis la fonction publique hospitalière qui, pour l'instant, n'est pas née, qui le sera a priori dans moins d'un an, a priori.
Quand on est dans le cadre d'une PPR, le FIP finance uniquement la formation dans la limite de 10 000 € et pour une durée. Il y a une erreur d'ailleurs dans mon slide, c'est une durée, c'est pas 3 ans. Je me suis mal. Uniquement, c'était valable jusqu'à la mise en place de la PPR et maintenant c'est uniquement 1 an. Dans la fonction publique hospitalière d'ailleurs, la fonction publique d'État, c'est uniquement dans an pour un plafond de 10 000 €. Si vous n'êtes pas en période de préparation au classement, ça concerne essentiellement l'hospitalière, le FIP prend en charge la rémunération de l'agent en reconversion dans la limite de temps sur le temps de formation et dans la limite toujours d'1 an. Voilà. Ensuite, là, c'est beaucoup plus critique. On a pas mal de demandes, effectivement, de la part des employeurs. Ce surcoût de formation, donc formation liée, puisqu'on le rappelait, effectivement, à la charge des employeurs. Donc, surcoût de formation, l'hébergement, la restauration ou le déplacement. Donc, parfois, on avait une effet, on ne prenait pas en compte le surcoût, on arrivait même à prendre en compte, c'est bien le surcoût des actions de formation en compte. Donc, à chaque fois, il faut justifier effectivement que, rapport à des frais d'hébergement, de restauration, il y a un surcoût généré pour compenser la personne pour aller en formation. Donc, parfois, ça peut concerner l'ingénierie pédagogique. C'est pas explicitement un catalogue, mais on l'accepte actuellement, alors qu'on pourrait considérer que c'est aux formateurs, charge, organismes de formation, de prendre en charge ce type de. Alors, voilà, j'ai les ETSAD, donc ça fait un peu inventaire à l'après-vente, ces 4 volets. Je n'ai pas évoqué les types d'aides en fait, qui ne vont pas directement, mais qui vont concerner l'entourage agent. On a des aides, par exemple, pour aider l'employeur à assurer l'éducation de la sensibilisation, pour aider les tuteurs, des aides pour former les personnes avec des personnes en situation de handicap, comme le référent handicap. Des aides, on s'éloigne vraiment du sujet, mais liées à l'accessibilité numérique spécifique et qui sont dans les interventions. C'est juste pour information. Alors, à côté de toutes ces aides qui sont vraiment ciblées maintien, des aides aussi à l'insertion. Et donc, je profite de l'occasion pour rappeler effectivement qu'on a un focus important sur l'apprentissage. On aide également, on encourage les employeurs à pérenniser des emplois aidés avec des pressions. Et puis après, on a 2 autres qui sont concernés, mais qui n'ont pas d'aide spécifique, qui sont civiques, et puis aussi les. Donc sur la partie apprentissage, les aides sont importantes puisqu'on peut prendre en charge la rémunération de l'apprenti en plafonnement à hauteur de 80% G. On peut, si l'employeur le souhaite, s'il a une aide en fait, à l'équipement de l'apprenti, on peut aider l'employeur à passer cette aide par le biais d'un montant forfaitaire de 1 525 €. Avec ce que j'ai évoqué justement sur les coûts, là, le coût de formation apprenti est intégralement pris en charge dans la limite de 10 000 €, puisqu'en fait, les formations pour apprentis facturent normalement l'action à l'employeur public. Les publics, normalement, se font facturer par les centres de fonds, mais pas comme dans le cadre du secteur privé. Alors, il faut savoir qu'historiquement, l'employeur public ne voyait pas forcément ce coût, puis la région qui était en charge du pilotage de la effacer cette. Il y a quasiment très peu de régions. Je crois qu'il y a la Hauts-de-France récemment qui tient son aide pour la territoriale. Sinon, normalement, la plupart des centres de formation sont amenés à facturer le coût de la formation. Et puis, si l'apprenti est pérennisé chez l'employeur, je rappelle la loi de transformation de la fonction publique pour une période de 5 ans à titre expérimental, de pérenniser un apprenti directement à un contrat d'apprentissage. On n'est plus obligé par un contrat ad hoc intermédiaire avec la titularisation.
l'employeur peut mobiliser une prime en fait de 1 000 € auprès du FIP à la base de cette titularisation. Évidemment, l'apprenti est un agent férié, c'est un contrat de droit privé qui bénéficie aussi des autres aides que j'ai évoquées à la compensation. Voilà. Donc, autre public qui est aussi visé pour l'encouragement à l'emploi, ce sont en fait des primes liées aux emplois aidés. Donc, ça peut le parcours emploi compétences maintenant, c'est le plus important. En 2 temps, vous avez 2 primes enclenchent l'une derrière l'autre. Vous avez une prime de 2 000 € à la conclusion d'un contrat durée déterminée à l'issue du contrat. Et ensuite une prime de 4 € qui est sur la base de la titularisation de la personne. Alors, on a des cas où certains heures soient raccourcis, quasiment passent directement à la titularisation de la personne. Et donc le FIP au coup par coup accède quand même la prime, même s'il n'y a pas eu succession du CDD, puis du CDI ou de la titularisation. Voilà. Du coup, je vais aussi donner juste un âge. Toutes ces aides-là, réalisables par 2 voies. C'est un employeur classique, vous le mobilisez via des aides, hein, qui est sur la même plateforme, c'est une plateforme de dépôt qui est la même plateforme que celle ouvrée pour les Recantec, la CNRACL, et une entrée FIP-HFP. Et puis, donc ça, c'est l'entrée. Et vous avez donc là, c'est une limite de 40 000 € demande par an. Et vous avez un autre mode d'accès qui est les employeurs qui ont conventionné avec le FIP. Donc là, le est plus important sur la base en fait d'un engagement triennal de recrutement et de maintien, et donc un budget spécifique et ad hoc. L'employeur qui est sous convention ne plus par la plateforme des interventions des aides, mais passe en fait un mode dédié de financement séparé, sans demande de dossier au coup par coup. Et dernière information, nous avons, comme le FIP en fait, une intervention sur le des masques inclusifs, des masques transparents. Ce financement, il est assuré à hauteur de 5 € pour le FIP, et l'employeur aura un reste minimum de 5 €. Donc en gros, jusqu'à 5 € le FIP ne finance pas, et 5 à 10 € le FIP peut compenser une partie de l'acquisition des masques. Cette aide, en fait, elle est exceptionnelle pour une durée limitée, donc actuellement elle est valable jusqu'à fin février dans le cadre des aides annoncées lors d'une communiqué de presse commun. Voilà. Merci beaucoup à tous. Évidemment, je reste disponible pour vos questions essentielles, si je n'ai pas clair sur certains points ou qu'il faut dire. Merci. Il y a une question dans le chat. Si on mobilise l'aide aménagement de poste pour le télétravail, peut-on alors avoir 2 fois la même aide pour un même agent, présentiel et télétravail? On peut avoir demandé les 2 aides pour l'agent. Malheureusement, ça fait fois 10 000 €. Ça veut dire qu'on donne pour le télétravail va imputer le budget d'aménagement de poste classique des 10 000 €. Par contre, on peut faire les 2 demandes d'aide de manière concurrente, effectivement, pour l'agent. L'une n'exclut pas l'autre. Très bien, merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je vais aller dans l'onglet. Alors. Non, pas d'autres questions pour le moment.
sinon, ce que je peux donner d'information, c'est que normalement, il est prévu une nouvelle version du catalogue. Alors, je ne peux pas vous donner là, parce que les travaux sont en cours. A priori, il plus rédaction, c'est-à-dire des imprécisions générées dans la dernière version catalogue de décembre 2000. Donc, déjà corriger ça. Et puis, pareil, compte des décisions dans le catalogue qui fait que ça posait effectivement pour savoir si on était éligible ou pas en cas rencontré. Voilà. Et pas d'autres questions. Bon, donc s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que la présentation a été très claire. Donc, évidemment… Ah, il y a une question. Alors, le nouveau catalogue n'est pas encore publié. Hein. Il est en route, en cours de rédaction. Et, voilà, donc du coup… voilà, normalement, le FIP s'était engagé à multiplier les versions de catalogue. Donc, et donc, comme la catalogue, la dernière, a été diffusée en décembre 2019, voilà, oui, la cible, c'est une diffusion avant cette année, voilà, qu'il puisse être validé à toutes les instances du FIP. Normalement, sans vouloir, normalement, en version du catalogue que moi j'ai vu, a priori, par exemple, sur les fiches concernant la fin dans le cadre d'une reconversion professionnelle, il y avait, voilà, il y avait ce qui était prédétermination. Notamment, on y cite d'autres cas que la PPR, on peut changer la rémunération. Donc la question, c'est que les autres cas, c'était uniquement public hospitalière, ou est-ce que l'autre cas, c'est fonction publique, y compris la fonction territoriale et d'État, mais dans un projet de reconversion, n'est pas bordé par une PPR. Là, difficile. Donc, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'a priori, il sera possible de financer encore de rémunération d'agents à hauteur de 100% pour la vie territoriale et hospitalière. Mais ensuite, il faut à quelles conditions, puisque si on est PR, voilà, il faudra justifier sans doute un passage quand même en comité médical, c'est quand même pas évident, quoi. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on peut conclure le webinaire ou on attend un petit peu? Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, si vous êtes tous d'accord. En tout cas, c'est collectivement que nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Aujourd'hui, le but, c'était de créer un espace d'échange pour vous apporter un premier éclairage sur le maintien en emploi. Sachant que bon, c'était une présentation pluridisciplinaire, une présentation collective, en tout cas un premier rendez-vous pour que vous puissiez repérer des professionnels pouvant vous accompagner dans votre démarche de maintien. Nous allons vous adresser ultérieurement donc le présent PowerPoint. Peut-être que à la relecture, ça vous permettra de poser d'autres questions auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé aujourd'hui. Vous allez également recevoir le webinaire en format MP4 et voilà. Et puis une fiche contact éventuellement pour en tout cas pouvoir revenir vers l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Merci à tous, merci à tous les intervenants et puis nous restons évidemment à votre disposition.